Déjà, si on est issu d'Internet, c'est juste parce que d'abord, on n'a pas le choix. C'est un premier truc qui est super intéressant parce que personne te demande, tu ne demandes de l'avis à personne et tu peux faire ce que tu veux. Donc en fait, il y a plein d'artistes qui se lancent, c'est bon, c'est pas bon, après c'est le public qui fait le tri. Tu viens d'entendre Rachid Sguini, plus connu sous le nom de Rakid. Il est auteur, dessinateur, il travaille aussi avec Gulli et il a plein d'autres projets. Il a sorti 3 livres, dont le dernier qui s'appelle Le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. C'est aussi pour les adultes, les tontons racistes et toutes les personnes qui souhaitent comprendre le racisme, qui veulent éviter de perpétuer les préjugés. Parce que c'est pas cool le racisme. Voilà la version longue du titre. En tout cas, j'espère que ça te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Rachid, bienvenue. Merci de me consacrer un peu ton temps. Merci à toi. Un pur plaisir. J'ai une question très particulière pour toi. C'est la question que je pose à tous mes invités. C'est comment va ton cœur ? Mon cœur va bien. Ouais. Ça va. Très bien. Il est apaisé ? Il est apaisé. Je suis quelqu'un de pragmatique et quelqu'un de. J'ai pas d'envie. J'ai pas de jalousie. Ça c'est mon meilleur truc. Et surtout j'ai pas de. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait pas, j'arrive à être rationnel. Des fois, j'ai des gros projets qui tombent à l'eau. Ouais. Et peut-être c'est le côté religieux, je sais pas, mais j'arrive à me dire, en fait, c'est juste pas pour moi. En fait, c'était jamais écrit, ça a jamais été écrit pour moi. Ok. Du coup, en fait, ça fait que mon cœur s'apaise. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et maintenant, je suis bien. Bravo. Super. Alors, tu es dessinateur, tu es auteur. Aujourd'hui, tu travailles avec Gulli. Et aussi avec Universal, il me semble. Universal, plus maintenant. Plus maintenant, ok. Plus maintenant. Tu as fait 3 livres. Le premier en 2016 qui s'appelle Le Monde de Rakid, où on découvre 35 événements marquants racontés avec poésie et humour. C'est ça. Un deuxième qui s'appelle Les gribouillages de Rakid. On y reviendra tout à l'heure sur celui-ci. Et tu racontes comment tu es devenu presque toi. Et le dernier, le tout récent, qui s'appelle Petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. Mais pas que. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est dans une interview, tu dis que justement ce livre-là, tu dis que tu aurais voulu le trouver étant jeune. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en nous racontant un petit peu ta jeunesse ? En fait... j'ai grandi dans une petite ville d'Auvergne, donc le Puy-en-Velay. Et comme toutes les petites villes, parfois les petites villes où en fait il n'y a pas trop d'étrangers, tu vois, il n'y a pas trop de personnes issues d'immigration, tu peux être confronté à du racisme, à plein de choses, des discriminations, de l'injustice, parce que t'es arabe, parce que t'es noir, parce que pour plein de raisons diverses. Et du coup, j'aurais aimé avoir ce genre de BD un peu simple, un peu cool à lire, sans prise de tête, qui soit pas trop moralisatrice. Et tu vois, ça c'est des choses que j'aurais aimé avoir entre les mains, tu vois. Et tout ce que je trouvais sur le racisme et tout, c'était trop Benetton, c'était trop on n'aime pas les noirs, c'est à cause de leur couleur de peau, faut tous s'aimer, on se tient la main. En fait, quand on lit ça, on voit que ça va plus loin. Et aujourd'hui, je crois que les enfants, ils ont le droit d'avoir des choses plus réfléchies, quoi, pas débilisantes. C'est vrai que c'est très subtil. Très subtil. Et peut-être parfois même trop subtil. Ouais. Tu vois, il y a des fois où je sais qu'il y a certains enfants qui vont pas comprendre certaines choses à certains moments. En fait, il est à partir de 10 ans, mais je pense pas qu'un enfant de 10 ans comprenne tout. Il faut qu'il le lise avec ses parents et ensuite, il y a un travail qui se fait. Celui qui a 15 ans va plus comprendre certaines choses. Voilà. D'où le titre, mais pas que. Mais pas que, exactement. Ouais, et puis je crois qu'il y a un autre titre dedans, il y a un autre qui est titre beaucoup dedans plus long. Qui est plus long. Ouais. J'arriverai pas à le lire d'un coup, mais je le lirai peut-être pour l'intro. Est-ce que tu peux développer au niveau de ton enfance comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu ta vie de je sais pas si on peut dire quartier, mais moi je suis pas spécialement issu de quartier. Moi je suis plus issu, je suis de classe très populaire. Ça y a rien à dire, mais j'ai pas vécu l'ambiance quartier. Ça a jamais été une ambiance que j'ai connue, à part quand j'allais de temps en temps chez des cousins, mais j'ai pas connu ça. Mais ça restait quand même une vie assez vraiment une vie, d'enfants d'immigrés, quoi. C'est-à-dire qu'on est
à 5 dans une chambre, tu vois, c'est tout le temps le bordel. On préfère être dehors parce que chez nous c'est trop petit et tout. Moi j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'avoir une passion qui était le dessin, d'avoir des amis autour de moi qui m'ont jamais, même si eux c'était pas du tout leur délire, parce qu'on était quand même dans un cadre qui était très, je sais pas, chez nous le dessin ça se fait pas. Il y a un truc sur l'art qui est un peu tabou, tu vois. Mais non, au contraire, je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis de développer ce que j'aimais faire. Du coup, depuis l'âge de 4-5 ans, je dessine parce que j'ai été inspiré par Dragon Ball, par tout ce qui est le Club Dorothée. Je sais pas si. Ouais, pareil. Voilà, tous ces dessins animés-là. Et puis après, il y a eu d'autres trucs. Il y a eu plein d'autres mangas qui se sont ajoutés. Après, il y a eu le jeu vidéo. Je sais que chez nous, on était très jeux vidéo, très Super Nintendo, NES, Mega Drive. On était très geek avant que ce soit. En fait, on était geek à l'époque où c'était ringard. Ouais. À l'époque où. Aujourd'hui, il y a plein de débats. Si tu vas sur Twitter, il y a plein de débats. Est-ce que Luffy est plus fort que Son Goku, tu vois, Naruto, tu vois. Alors que nous, à l'époque, si tu trouvais un gars qui lisait des mangas, il pourrait lire n'importe quoi. T'étais content de discuter avec lui. Il y avait un truc où on était tellement peu, c'était tellement un truc de niche que t'étais content. Et du coup, j'ai développé ça, j'ai développé le dessin, j'ai tout fait pour aller vers le dessin. C'est-à-dire que, en fait, j'avais aucune idée de comment devenir dessinateur. Okay. En fait, moi, je suis en Auvergne. Je suis à 7 heures de Paris. Ouais. En fait, quand t'es à Paris, l'avantage d'être à Paris, même en banlieue proche de Paris, c'est que tu es à Paris. Ouais. C'est qu'en fait, tu peux rencontrer des gens qui vont te permettre de faire ci ou ça parce qu'il y a moyen. En Auvergne, c'est loin. Enfin, je sais, c'est Roy Enoch, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui dit... là, il parle des gens de New York, les gens de Montréal. Il dit... il parle des gens de Montréal par rapport aux gens de Paris. Ils disent nous on est à 2 heures de New York, vous êtes à 10 ans de New York. Tu vois, il dit ça, c'est une petite citation un peu drôle qui veut pas dire grand chose, mais dans l'idée ça veut dire que vous étiez à 10 minutes de Paris, nous on était à 10 ans. C'est-à-dire que moi Paris c'était ça n'existait pas, c'était à la télé, point. Jamais j'irais. C'est intéressant parce que il sous-entend aussi que eux ils sont qu'à 2 heures en termes de distance, mais que nous en termes de culture, technologie, de tout, culture et tout, on est très en retard. On est très en retard par rapport à eux. C'est moins vrai aujourd'hui parce qu'avec Internet, tu peux, t'as tout de suite. Tu peux envoyer. Tu vas sur Twitter, tu tapes éditeur, tu trouves un éditeur, tu lui envoies ta maquette. C'est ça. Mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était impossible, quoi. C'était impensable. Ouais, clairement. Ouais. Et alors, petite question déjà, est-ce que tu te souviens de ton premier dessin? Je me souviens pas de mon premier dessin. Je pense que c'est pas possible. J'ai le souvenir de mon plus vieux dessin. Je sais à peu près lequel c'est. J'en parle dans le Gribouillage, d'ailleurs, dans le deuxième livre. C'est un gars qui fait du ski. Je crois que c'était... Parce que je suis en moyenne section, je pense. C'est un gars qui fait du ski. Et je lui ai fait une jambe beaucoup plus courte que l'autre. Ouais. Et du coup, je dessine un rocher sous sa jambe. Pour faire croire qu'en fait il a une jambe sur un rocher. Et en fait il n'y a même pas la pliure de la jambe. Donc en fait c'est comme s'il avait une toute petite jambe sur un rocher. Et du coup c'est en lien avec une anecdote qui est dans le livre où en fait le gars à côté de moi me fait remarquer ça. Il me dit ouais il a une plus petite jambe. Et en fait ça me pique un peu parce que je crois être un bon dessinateur à l'époque. Je crois dessiner bien par rapport aux autres. Et du coup je lui fais un sale coup qui n'a rien à voir avec le dessin après. Je lui fais un sale coup où... au moment du goûter, lui c'était un petit bourge qui avait tout le temps des Mars, des sneakers, des trucs comme ça. À l'époque c'était, aujourd'hui ça se bouffe plus, mais à l'époque c'était le Graal. Voilà. Et moi j'avais des sortes de petits brins, tu sais, comme les petits lus, et la marque Lidl. Dégueulasse. Et je lui dis, t'es pas capable de tous les manger d'un coup. Et du coup lui comme il était un peu, il aimait bouffer, il les prend, il les met tous dans sa bouche et les petits lus, les petits brins, impossible d'avaler, tu peux t'étouffer quoi. Et du coup, je le vois qu'il est là en train de mâcher, il va s'étouffer. Et je lève la main, je dis au prof, il m'a bouffé tous mes gâteaux. Du coup, le prof prend ces sneakers là, c'est le Mars, et les met devant moi et dit voilà, ça c'est ton goûter. Et lui, comme il peut pas parler, il peut pas se plaindre et tout, le prof se barre, je bouffe son goûter. Voilà. Pas mal la stratégie. Est-ce que quand il dit justement, qui te fait comprendre que le dessin il est pas top, comment tu te sens? Donc tu as ce désir de vengeance, mais je veux dire, est-ce que ça te pousse à t'améliorer ou à un moment où tu es sur un moment d'hésitation un peu? Non, ni l'un ni l'autre. Franchement, ça a été oublié. En fait, le truc, c'était juste...
On est des gamins. Là, Ouais. j'ai 4 ans ou à peine. Je suis pas dans ce truc à me dire attends, il faut que j'aille chez moi bosser tout ça. Ça, je l'ai eu un peu plus tard. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait dire en fait tu dessines très mal. Moi, j'ai eu une rencontre comme ça qui au lycée où il y a eu j'ai toujours été les gars qui dessinaient bien. Ok. Et il y a eu un nouveau mec qui est venu à l'école et qui était dans ma classe avec qui je m'entendais super bien, mais qui dessinait mais tellement bien, tellement bien. Maintenant il est sur la série Gumball. Parce que tu vois, c'est une série sur Cartoon Network qui est incroyable. C'est une des meilleures séries animées, Gumball. Et en fait, le gars dessinait super bien. Et lui m'a fait passer un palier. Parce que lui dessinait. En fait, c'est ça le problème des petites villes. Ouais. C'est que quand tu n'as pas de personne avec qui te confronter, tu vas pas chercher parce que tu es le meilleur. Tu vois. Alors que lui m'a fait découvrir un nouveau monde où en fait. J'allais devoir me battre contre lui, mais lui avait déjà plein de potes, parce que lui venait du sud, pas mal d'Angoulême, tout ça. Donc en fait, il était déjà pas mal dans l'univers BD, tout ça. Ouais. Et du coup, il m'a fait rentrer dans des forums où tout le monde dessinait super bien. Et moi, j'étais le plus nul. Et ça, boum, 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 exactement. Ouais. Il y a une expression qui dit si tu te retrouves dans une pièce où c'est toi le plus fort ou le plus intelligent, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Exactement. C'était exactement ça. C'était en fait le temps de. En fait, j'ai pas évolué aussi vite que j'aurais dû. Ce mec-là, j'aurais rencontré en CM2, j'aurais eu un niveau bien supérieur aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, je t'ai posé cette question parce que même à cet âge-là, même quand c'est des enfants, des fois, puis tu le montres un peu dans le livre, c'est que des fois une parole. Elle prend 3 secondes, mais elle peut rester 30 ans. Elle peut rester 30 ans. Non, mais ça, moi, il y a d'autres paroles par rapport au dessin qui ont fait que, tu vois, j'ai essayé de m'améliorer parce que en fait, les gens sont pas habitués à ce que, enfin, quand t'es enfant, on te dit oui, le dessin c'est acceptable comme passe-temps, tu vois, c'est normal. Mais quand tu commences à grandir, que tu commences à être ado et que les gens ils commencent à te dire mais en fait qu'est-ce que tu fais, c'est pas du tout une carrière le dessin, tu vois. Là tu commences à avoir quelques paroles qui te trottent en tête, mais après la chance que j'ai eue quand même, c'était de n'avoir rien à faire. En vrai, j'étais très très détaché sur ça. Même les profs, j'étais détaché sur les profs. Là, je vais aller faire des présentations dans mon ancienne école. Alors que dans cette même école, tu avais des profs qui disaient mais en fait, pourquoi tu dessines ? Mais des fois, je reçois plein de messages de profs aujourd'hui qui me disent ah, on est super fiers de ce que tu fais. C'est trop cool. Donc, j'ai aucune rancœur. Parce que je serais à leur place, j'aurais peut-être fait la même chose. J'aurais peut-être même dit à ce même gamin, mais en fait, tu vois, c'est impossible. Ton rêve, il est impossible. Parce que t'es pas né au bon endroit. Ouais. Et est-ce que c'est dans cette école où tu t'es retrouvé dans le bureau du directeur et qui t'avait tabassé parce que tu dessinais justement ? Ah oui, non, c'est pas cette école-là. Ça, c'était en primaire et là, le truc que je te raconte, c'était au collège, collège-lycée. Mais non, c'était pas au même endroit. Mais tu vois, quand je raconte ça dans le livre, j'en veux pas au directeur. En fait, parce que déjà, on était 2, j'ai eu plus de la peine pour le gars qui était avec moi et qui a rien fait et qui s'est fait tabasser avec moi. Le pauvre. C'est juste que moi, j'avais pas de rancœur contre lui parce que dans ma tête, faut se remettre dans le contexte que c'est les années 90, la violence elle est partout. Des dessins animés, les films, à la maison, dans la rue, en récréation, tu sais, on vit sur de la violence, quoi. Et on kiffe ça, quoi. On kiffe Dragon Ball, on kiffe Jackie Chan, on kiffe les films de Van Damme. Donc en fait, ça ne dérange pas. Et quand le prof me tabasse pour ça, je me dis juste, j'ai juste pris une correction plus grosse que d'habitude, quoi, tu vois. Mais j'ai pas de. Aujourd'hui, le gars fait ça. Un élève. Tu vois, un élève. C'est chaud. Le père, il vient le lendemain, il le tabasse, quoi. Tu vois, c'est normal. Ouais, c'est la prison aussi. C'est la prison, vrai, Et c'est pas si mal, hein, parce que moi j'ai vu des choses quand j'étais en primaire aussi. Un prof qui venait d'arriver, un remplaçant, il avait du mal avec il était très direct avec les élèves. Et nous, il y avait un enfant qui était porteur de handicap, qui avait une trisomie, je crois, et qui était avec nous. Et le prof, il était pas patient avec lui. Donc une fois, il a fait quoi ? Il l'a soulevé, il l'a sorti et il l'a accroché sur le porte-manteau pendant toute l'après-midi. Et le lendemain, il a fait la même chose. Et puis quand il est revenu en classe, le petit, pendant 2 jours, il avait la trace de la main du prof sur la joue. Tu vois, sa mère, c'est chaud, hein. Et puis sa mère, elle venait se plaindre et personne n'écoutait, la pauvre, tu vois. Donc c'est chaud, quoi. Pareil. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et nous, on faisait pas confiance aux adultes. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas parlé à mes parents le soir. Pour moi, c'était normal. En fait, c'est à toi de te venger seul, quoi. Si tu veux te venger sur ce genre de truc, c'est à toi de te venger seul. Donc en fait,
C'est chaud, hein. Ouais. Heureusement, ça a bien évolué. Ouais, heureusement, ça évolue. Ouais. En vrai, c'est... C'est clair. Tu définis Rakid comme un personnage super positif qui arrive à trouver du bon dans tout. Il est venu comment, ce personnage? Bah, en fait, c'est juste une partie de moi. Je crois que en fait, tous les alter ego de tout le monde, en fait, tu choisis lequel tu veux être, lequel tu veux montrer aux gens. Dire qu'il y en a, leur alter ego, il sera plus en mode bad boy. Voilà, je veux vous montrer mon côté sombre, ça va être ça, le côté artiste et tout. Moi, c'était plus le côté positif parce qu'en fait, moi, je peux avoir des parts de moi très. Moi, je suis très très mélancolique. Ok. Vraiment, j'ai une mélancolie qui est maladive. Au point, en fait, c'est entre la dépression et la mélancolie. Vraiment, c'est quelque chose qui me bute. Donc en fait, c'est pas ça que je veux montrer aux gens, parce qu'en fait, il y a déjà c'est tellement le merdier déjà partout. En fait, tu sais, le monde, il est déglingué. Et alors, si toi, t'arrives avec ta mauvaise humeur, avec ton, tu vois, avec ton truc, tu sais, ça peut pas fonctionner. C'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens. Ok. Mais je le suis pas tout le temps non plus. Il y a des fois où il y a le côté, quand il se passe un truc hard dans l'actualité, en fait, je peux pas sortir du positif. Ouais. T'as dit plein de choses intéressantes. Déjà, t'as parlé de parties sombres chez les gens, chez les artistes notamment. Moi, je me suis rendu compte, j'ai compris un petit peu récemment ce que ça voulait dire avoir une partie sombre. En fait, c'est tout simplement avoir la partie qu'on n'assume pas chez nous. Tu vois, ça peut être quelque chose qui est totalement assumé chez quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas du tout assumé chez nous par rapport à comment on a été éduqué, à notre jeunesse, comment on a grandi, etc., etc. Et parmi ces choses-là, il y a l'ego. Et l'ego, en fait, c'est simplement quelque chose qui te protège de base. Tu vois ? Et par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu vois, dans une illustration, par exemple, ou un livre ou autre chose, la partie sombre de Rakid, un de ces jours? Ouais, je pense que ça s'appellera pas Rakid. En fait, si tu vois sur le livre, il y a mon nom, Rachid Zghini, et Rakid. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une transition que en fait, c'est un peu une transition que j'essaie de faire sur certains livres. Il y a des livres où ce sera du Rakid pur, et les livres où en fait tu veux être plus sincère, un peu plus sombre, ou un peu plus pas sincère parce que c'est sincère, mais un peu plus authentique sur ce que tu veux montrer. Là, tu peux utiliser Rachid, ou même utiliser un autre pseudo, quoi. Je vois. En parlant d'authenticité, la particularité de tes dessins, c'est que tu arrives à transmettre un message profond tout en restant simple. Ce qui est très, très fort dans la simplicité, que ce soit dans le dessin ou l'écriture. Vraiment. Le message. Ouais, le message. Et justement, est-ce que c'est ça, être authentique? Je sais pas si c'est ça, être authentique. Ça, c'est plutôt être efficace. Tu vois, c'est plutôt se dire... En fait... il y a un truc sur Internet, c'est de devoir faire les choses rapidement et comprises par le maximum de personnes possible. Tu vois, tu sais pas qui est ton public. Avant, quand tu dessinais sur du papier, on disait bon bah alors pour dans 2 semaines, tu dois faire un dessin sur ce sujet-là. Donc en fait, tu connais ta cible parce que c'est les gens qui vont acheter ce journal-là, et tu connais et tu connais le temps que t'as. Tu sais le temps que t'as. Aujourd'hui, il se passe un truc sur Internet, un fait divers, une parole raciste de n'importe quelle politique. Toi, tu dois réagir assez vite pour que les gens comprennent la référence de quoi tu parles et que ce soit pas déjà dans les oubliettes. Parce qu'en fait, il y a une polémique qui vient sur une autre polémique. Tu vois. Du coup, en fait, c'est plus de l'efficacité. D'accord. Ok, je vois. J'aimerais savoir un petit peu quel a été le moment le plus marquant pour toi dans ta vie et qui t'a permis justement d'aller au bout de ton rêve et de ta passion. Le truc le plus marquant de ma vie, je sais pas. En vrai, je crois que c'est quand mes parents, quand j'ai vu, je pense que mes parents, en fait, ça leur dérangeait pas du tout que je sois dessinateur. Ok. En fait, j'ai eu une fois la discussion avec ma mère, c'est-à-dire que je suis sorti d'une réunion de parents-prof. Elle m'a dit ouais, mais tu veux faire quoi toi? Et moi je dis moi je veux être dessinateur, je veux être illustrateur, tout ça quoi. Et elle m'a dit quoi? Pour elle c'était pas du tout un métier quoi. Et elle m'a dit mais en fait elle voulait que je sois boulanger. Ok. Parce que
étant donné qu'on vient d'un milieu un peu populaire, pour elle, un boulanger, c'était le gars qui a du pain tous les jours et qui travaille au chaud. C'est ça pour lui, le boulanger. Tu vois, que j'ai ma petite femme qui vend le pain en haut. Et tu vois, elle avait une image un peu romantique de ce métier-là, tu vois. Et elle voulait, en fait, elle savait que c'était dur, la vie, tu vois. Elle voulait juste qu'on ait tous un métier, qu'on n'ait pas des prétentions, se dire, en fait, je vais être le mec le plus millionnaire, tout ça. Elle voulait qu'on soit des gens simples et qu'on puisse avoir une vie où on travaille honnêtement. Mais après, quand je lui ai expliqué le truc, non, il s'avère elle m'a dit, ok. D'accord, mais mon père aussi, tout le monde était ok. En fait, j'ai pas eu de barrière dans ma famille qui m'ont dit, mais en fait, tu délires. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en quatrième. Ouais, okay. Je sais plus trop c'est quoi les âges. Mais moi, j'ai un autre moment marquant que j'ai trouvé super profond et intéressant parce que j'ai pu m'identifier. C'est quand tu dis que tu rencontres par hasard un imam et tu te souviens de ce qu'il te dit? Ouais, en gros, il me dit que parce qu'en fait, je sais, à l'époque, je commençais à tomber. C'était le début d'Internet. Non, c'est pas le début d'Internet, mais c'était le début il y a tout le monde sur Internet. Et en gros, il y a plein de forums musulmans, tout ça. Et là, je tape des trucs pour comprendre si on a le droit en tant que musulman de dessiner. Parce qu'en fait, j'entends un peu autour de moi qu'on n'a pas le droit en tant que musulman de dessiner. Ma question d'ailleurs a pas mal évolué là-dessus quand j'ai fait des recherches un peu plus adultes et plus prononcées. Mais lui, il me dit en fait, en gros, si tu fais le bien, bah alors ça passe. En résumé, c'est ça. Si tu fais des dessins pour faire le bien, donc ça passe. Tu vois. Parce que j'ai la phrase après, je sais pas si elle a été écrite comme ça, mais si tu fais du bien avec tes dessins, alors continue. Le bien ou le mal n'existe pas vraiment. Tout se jauge par rapport à des situations. Si demain je vole du pain pour nourrir ma fille, c'est bien ou c'est mal. Si tu peux changer le monde en bien grâce à tes dessins, alors dessine. Et moi, j'avais déjà raconté une histoire comme ça par rapport à moi où j'étais parti voir quelqu'un que je considérais comme mon mentor et tout. Et en fait, quand il m'a dit, bah vas-y, fonce. Parce que vu qu'il me connaissait pas, il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam et qu'il avait pas de point de vue sur moi ou mon histoire, et ben il m'a dit fonce. Et juste le fait qu'il me dise ça, bah ça a libéré un truc chez moi, tu vois, comme si j'attendais la permission d'eux. Et c'était qui? C'est un coach aujourd'hui qui s'appelle Sébastien Abdelhamid. Non, pardon. Steve Abdelkarim. Ah d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Okay. Steve Abdelkarim qui est coach, qui fait de la lecture rapide et tout. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'était en 2014, je crois. D'accord. Et il était pas connu encore à cette époque. Et voilà, je suis parti le voir et tout. Je m'intéressais vraiment à ce qu'il faisait et tout. Et il m'a dit fonce quoi. Et ça m'a libéré, tu vois. Et justement, moi, en fait, ce truc de d'imam, moi, ça m'a juste enlevé un poids. Ouais. Ça m'a enlevé une sorte de poids. En fait, j'allais continuer à dessiner. Quoi qu'il arrive. Je pense pas que j'aurais arrêté en vrai. Ouais. Mais ça m'a enlevé un poids. Justement, c'était ma question. Est-ce que c'est pas ce genre de rencontre qui permet de lâcher prise aussi? Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu. En fait, c'est juste que ça commence à te trotter. Plus tu grandis, plus tu vois, ça commence à te trotter. Parce que j'avais même des gens de ma famille qui me disaient ça. Tu devrais plus dessiner des immeubles, des trucs d'architecture, tout ça, parce qu'en fait, les personnages, tu peux pas les dessiner, tu vois. Donc, ouais, ça m'a enlevé un poids, mais après voilà, quoi. Ça m'a permis d'avancer, mais je pense que j'aurais avancé, mais peut-être pas aussi vite. Ouais. Alors, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu arrives à rentrer dans ce métier? Donc, comment tu commences à en vivre, plutôt? Comment je commence à en vivre? Ouais. Déjà, je fais des études qui ont rapport avec ça. Donc je vais en école d'art appliqué, en école d'art à Lyon. Donc là, tu sors de ta petite ville. Ouais, exactement. Donc ça fait quoi déjà? En fait, c'est génial parce que tu arrives dans une école où tu vas faire exactement ce que tu aimes. Pas exactement, parce que tu vas avoir des cours qui sont relous, des cours d'architecture. En fait, l'école d'art appliqué, ils t'apprennent tous les métiers liés à l'art. En fait, il y en a plein que toi tu veux pas spécialement faire, tu vois, comme le design, packaging, le design de produits. Ça m'intéressait pas des masses, mais c'était quand même intéressant, tu vois. Tu fais un cours de design je sais pas, tu dois designer un produit, tu dois faire un design d'un meuble, tu vois, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Et du coup, là, c'est génial parce que tu arrives dans une classe où t'as plein de gens comme toi. Tu sais, qui sont intéressés par l'art et qui vont te pousser aussi à aller un peu plus loin, qui vont t'inspirer, tout ça, tu vois. Vraiment des gens qui viennent de partout. Parce que quand tu es dans une petite ville, ça doit être pareil pour les quartiers ou quoi que ce soit, hein, c'est que tu connais les mêmes personnes depuis tout le temps. Ouais. Tu vois, tu connais... et c'est encore pire que dans les quartiers parce que généralement, vous partez pas. Je sais pas si... En fait, vous restez à Paris. Ouais.
Tu vois, il y a quelque chose. Moi, je toujours trouvé ça un peu dommage que les gens partent pas. Après, je caricature. Et du coup, je trouve, les gens trouvent que j'ai un coup de crayon sympa. Moi, je m'inspire et tout. Ensuite, à la fin de l'école, c'est super intense. C'est-à-dire qu'au début, on est à 9 classes de 30. À la fin, on est 3 classes de 10. Parce que les gens se font éliminer. Boum, 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 boum. Tu vois, il y a plein d'élèves qui se faisaient éliminer. Je me souviens des gens qui, tu sais, t'es en train de travailler, tout. T'as la conseillère qui rentre, qui dit, vous deux, là, vous trois, venez avec moi. Et en fait, on savait ce que ça voulait dire. Tu sais qu'elle allait leur faire leur petit discours de, en fait, t'as peut-être pas le niveau, tu vois. Et c'était comme ça, quoi. Et c'était hardcore, quoi. C'était Koh-Lanta, le truc. Ouais, tu vis avec la pression tout le temps. Ouais, exactement. Est-ce que t'en dors de ça? Comment ça se passe dans ta tête? Moi, j'aimais bien ça. Moi, j'aimais bien ce côté-là parce que j'étais sûr de ce que je faisais et que j'avais confiance en moi et en mon travail. Je me souviens d'une fois où j'ai pris l'option art spé dessin en L, en bac L. Et la prof, premier cours, on est tous les élèves, il y a peut-être 50 élèves. Et on doit dessiner une pomme ou un fruit qui est devant nous, tu vois. Ouais. Tac, on dessine à la pastel et tout, tac. Et la semaine d'après, elle dit, en fait, il y a un dessin qui se dégage de tout ça. Elle sort le mien. Ok. Putain. Tu vois, dans ma tête, j'étais le petit arabe, tu vois. Et je me dis, cool, en fait, il y a quelque chose en moi, tu vois. Vraiment, tu vois, il y a quelque chose en moi, tu vois. C'est une victoire, grosse victoire, en fait. Ouais, première vraie victoire. Grosse, je sais pas, mais vraie victoire. En fait, tu te dis, pas sur les autres, parce que les autres, je les aime bien, et en fait, je vais taffer avec eux, je vais les aider, ils vont m'aider. Et moi, je suis pas dans le truc de compétition, tu vois. Je pense plus qu'il faut se tirer les uns les autres, tu vois. Donc, je suis content, tu vois. Et deuxième truc, c'est en école d'art, premier contrôle. Le prof, il dit c'est nul, tac, 2, 4 sur 20, tac. Il sort ma note, j'ai 13 sur 20. Je suis le seul à avoir la moyenne. Ok. Boum, tout le monde me regarde. Je me souviens j'allais dire un gros mot, d'une meuf, une raciste, tu vois. Je me dis, finalement, c'est un petit intello, tu vois. Ah tu vois, un peu l'arabe, tu sais, qui cache son jeu. Il cache bien son jeu. En fait, non, c'est juste que j'ai fait le truc comme j'ai pu. En fait, j'ai même pas calculé le truc, tu vois. Mais après, quand j'ai regardé les planches des autres sur le coup, mais ouais, c'était de la merde ce que vous avez fait. C'est moi, il y avait de la couleur, c'était cool. En fait, le coup de crayon que j'avais me permettait. En fait, le contrôle, c'était quoi? C'était on te donne un produit. C'était un cours on te donne un produit et toi, tu dois en faire la pub. Et tu dois faire un storyboard, tu dois dessiner les plans, tout ça, caméra, c'est quoi ton jingle, c'est quoi ta musique, c'est quoi ta baseline, et tu as 3 idées que tu dois développer. Le contrôle dure 8 heures. C'est que des contrôles de 8 heures, tu bouges pas ta chaise pendant 8 heures, tu vois. Et c'est vrai que c'était cool parce que j'étais seul à avoir de la couleur, de l'aquarelle, tu vois. Donc j'étais grave content, tu vois. Et je pensais que tout le monde allait faire ça. Je pensais que j'en faisais pas trop. En fait, personne n'avait pensé à mettre de la couleur, tout ça. Donc ça aussi, ça a été une bonne victoire. Et ça aussi, ça m'a permis de me dire, ok, j'ai quelque chose. Je me dépêche, je parle beaucoup, je suis désolé. Non, c'est bien. Non, c'est juste t'inquiète, c'est juste le volume que je règle, c'est tout. Ah d'accord, ok. Il y a pas de souci, t'inquiète. Et ensuite, donc je te dis, l'école est assez intense, même si on passe des super moments, on fait des nuits blanches. En plus, moi, je travaille au McDo parce que je suis le seul mec à payer tout de ma poche et de pas avoir de parents derrière, tu vois. C'est des écoles d'art, c'est des trucs de riches, tu vois, ou des trucs de gens qui ont les moyens, pour pas caricaturer. Et moi, je travaille mes trucs au McDo. Okay. Moi, mes cours, je colle le truc, il y a la feuille, et je fais du Big Mac. Ah ouais. Et je suis en train de réviser mon cours d'histoire de l'art, tac, tu vois. Mais il te laissait le manager et tout? Parce que c'était un Mac de Dupuis. Et des fois, je faisais la fermeture, des fois, je finissais à minuit, 1h. Ah, ok. Et tu sais, je révisais, ou tu vois, j'avais ma petite feuille, j'avais mon anti-sèche. Des fois, il fallait faire une fois, il y avait un cours où il fallait faire une œuvre d'art inspirée d'Archimboldo. C'est un gars qui fait des fruits et légumes. Ouais. Tu sais, il fait des tableaux avec des fruits et légumes, tout ça, les 4 saisons. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que je prends des aliments du McDo. Et ils me laissent les prendre. Ils me disent, ok, à la fermeture, tu prends ce que tu veux pour faire ton tableau, tu vois. Ah, bien. Tac, je fais mon truc, j'arrive au boulot, ils sont là, tu sais, c'est inspiré McDo, les gens sont contents, tu vois. En fait, des fois, il y a des gens qui t'aident, si tu demandes, sinon on t'aide. Mais en fait, il faut juste que tu arrives à dire, ouais, moi, je vais travailler plus, tu vois. Parce que aucun d'entre eux ne travaillait le week-end. Eux, leur week-end, il était cool. Moi, mon week-end, c'était école, plus McDo, les devoirs et tout, et c'était intense, quoi. Et à la fin de tout ça, on est tous épuisés parce que ça a été hardcore. Et du coup, la plupart des gens prennent une année sabbatique. Ok. Moi, je fais ça aussi. Je prends une année où le week-end, je bosse au McDo, mais la semaine, je fais rien. Tu vois.
Mais je reste à Lyon. Le week-end, je vais au Puy-en-Velay pour travailler au McDo. Et comme ça, en fait, j'ai mes 2 vies séparées. Tu vois, le week-end, je suis avec ma famille et tout. Et la semaine, je suis à Lyon. Artistiquement, je peux faire ce que je veux. Et je décide de me lancer dans un blog qui s'appelle Les Gribouillages de Raked. Et en fait, au début, je voulais juste y poser des dessins. Pas forcément le truc. En fait, je savais pas où stocker mes dessins parce que j'avais acheté une petite tablette Wacom à 50 balles. Et en fait, je faisais des dessins un peu pourris. Et je voulais pas le laisser sur mon ordi parce que je me dis, tiens, il va crever cet ordi. Je vais les mettre sur une page, même pas que je vais partager, quoi. Et un jour, je fais un dessin drôle et j'envoie à un pote. Et ensuite, tu sais, on se l'envoie entre nous. Et après, je me dis, tiens, je vais ouvrir une page. Et je vais poster le truc parce qu'il a l'air d'être drôle, ce dessin. Et puis, j'ai commencé comme ça, tu vois. C'était... Mais ça n'a pas été fulgurant, tu vois. C'est que les gens, ce qu'ils comprennent pas dans entre guillemets, le succès, si succès j'ai, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui se construit à fond. C'est-à-dire que t'arrives pas au premier jour avec tiens, c'est bon, j'ai 10 000 likes. Au début, sur mes dessins, mais pendant une longue période, quoi, pendant les 2 premières années, quand même, je bûchais. Et tu sais, j'avais 40, 50 likes maximum. Je me souviens la fois où j'ai passé 13 likes. C'était mon truc. Et j'ai eu 13 likes sur un dessin. Et j'étais super content. Et en fait, c'est bam, 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 le truc monte. En fait, il faut pas compter que sur tes proches. Parce qu'au début, tu demandes à tes proches de partager, mais en fait, au moment, ils s'en foutent, quoi. C'est pas leur rêve à eux, tu vois. Et en fait, après, ça a commencé à décoller, et puis... Est-ce qu'il y a eu une image, au-delà de celle qui a eu 13 likes, qui a vraiment passé un gros step en termes de likes ou de partage ou... je sais pas. En fait, c'est quand j'ai commencé à faire des choses qui étaient plus engagées. Quand ça a commencé à faire des choses... J'ai pas de truc en tête précis, mais quand j'ai commencé à faire des choses plus engagées sur l'islamophobie, sur le racisme, sur... Alors, comment c'est venu, alors, cette envie de faire des choses plus engagées ? En fait, j'ai toujours eu une fibre, une fibre entre guillemets de justicier, tu vois. C'est un peu propre de l'artiste. Et je m'étais dit, en fait, je voulais pas faire ça parce que je voulais pas être catalogué de l'artiste arabe qui défend les causes d'arabes. Tu vois, vulgairement dit, c'est ça. Tu vois. Mais en fait, il y a un moment où je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un truc contre. Comment elle s'appelle cette actrice qui joue Jules Lescaut? Ah oui, je connais plus son nom, mais je vois très bien. Je sais plus son nom. Il m'échappe. Et elle était passée à On n'est pas couché. Elle avait dit des conneries, genre je suis homophobe parce que j'ai peur de ce mot. Je suis xénophobe parce qu'en fait j'ai juste peur des étrangers. Mais elle disait je peux le dire. Et en fait j'avais fait un truc qui s'appelait le dictionnaire de Véronique Geneste. C'est ça. Où en fait je redéfinissais plein de mots comme si elle les avait redéfinis. Et je sais qu'elle m'avait un peu taclé sur internet. En fait, elle n'avait pas du tout aimé. Du coup ça avait redécollé comme ça. Et ensuite l'islamophobie, tout ça, en fait on est servi, quoi. C'est tous les jours. Super. Aujourd'hui tu travailles avec Gulli. Entre autres. Est-ce que ça c'est... Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens accompli? Accompli, non, jamais. Jamais. En fait, à partir du moment où tu te sens accompli, en fait, je pense que t'arrêtes, quoi, si tu te sens accompli. Le truc, c'est que moi, là, le virage que je suis en train de prendre dans ma petite carrière, c'est de faire beaucoup plus de papier, beaucoup plus d'impression papier. Tu vois, parce que je me rends compte, ça arrive à plein de dessinateurs, à plein d'artistes, que demain, Facebook ou Instagram, ou enfin le groupe Facebook ou Twitter peut te couper le truc, te dire ah bah tu publies plus chez nous. En fait, je viens de cumuler des milliers de personnes qui me suivent tous les jours. Je fais quoi maintenant pour les retrouver? Tu vois? Donc en fait, l'idée pour moi maintenant, c'est de construire une nouvelle façon de communiquer avec les gens. Et le papier, pour moi, c'est la meilleure parce que c'est un truc qui reste, tu vois. Bien sûr. Puis c'est aussi une façon de se mettre au même niveau qu'une certaine élite. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais expliqué ça lors de mon premier livre. On m'a dit, ouais, pourquoi tu fais un premier truc alors que tu es issu d'Internet? Déjà, si on est issu d'Internet, c'est juste parce que d'abord, on n'a pas le choix. C'est un premier truc qui est super intéressant parce que tu demandes de l'avis à personne. Et tu peux faire ce que tu veux. Donc en fait, il y a plein d'artistes qui se lancent, c'est bon, c'est pas bon, après c'est le public qui fait le tri. Mais c'est vrai que quand t'arrivais, tu vois, moi des fois je faisais des millions de vues sur un dessin. T'arrivais dans des soirées avec des mecs un peu snob qui vendent
2000 livres, 3000 livres, tu vois, ou même beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Et en fait, ils te regardent avec un petit côté snob. Ah, tu fais ça sur Internet, mais mec, mon dessin, il a été plus vu que toi, tu feras jamais dans toute ta carrière, tu vois. Et en fait, le bouquin te légitime un peu, tu vois. Tu peux leur jeter dessus. Genre, tiens, regarde ce que je fais, et en plus, j'ai ça derrière, j'ai des gens qui me suivent, et j'ai même pas besoin de toi, d'un service RP qui va essayer de vendre le livre, tout ça. Moi, j'ai déjà une communauté qui va me soutenir sur ce livre-là. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec les artistes comme nous, c'est que moi, demain, on peut me blacklister à la télé, on peut me blacklister à la radio, n'importe où. En fait, j'ai déjà un public qui sait ce que je vaux, qui sait que je suis honnête et qui, du coup, pourrait ou peut acheter mes livres. Aujourd'hui, quand tu me dis que tu te sens pas encore accompli parce que tu as encore beaucoup de choses à dire et à faire, c'est quoi la prochaine étape alors ? La prochaine étape, déjà, en fait, il y a cette étape de faire encore de la BD, de l'illustration. Moins de la BD, en fait. La BD, je suis pas très fan. Je suis plus fan de l'illustration. Ça m'a coûté un peu de faire de la BD, d'ailleurs, là-dessus. Moi, ma prochaine étape, déjà, c'est du roman. Donc, plus du Rachid que du Rakid. Exactement. Du roman classique, tu vois. Après, peut-être, j'aimerais bien... En fait, j'ai plein de choses que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire de la radio, par exemple. J'ai des contacts ici ou là pour essayer de comprendre le métier, l'apprendre un peu, tu vois. Non, il y a plein de choses. J'aimerais bien faire un peu du scénario, plus dialoguiste, tu vois. J'aimerais bien faire du dialogue, tu vois. Des choses comme ça. Okay, en fait, j'ai plein de rêves, tu vois. Super. Pardon. C'est super important d'avoir des rêves, tu vois. En fait, je peux pas m'arrêter à un truc. Mais après, je me rends toujours compte qu'au final, je reviens à l'illustration ou à la peinture. Moi, tu vois, j'aimerais bien faire des expos de peinture, tu vois. Il y a quelques toiles que je fais chez moi qui sont un peu rangées, mais ça prend plus de temps. Bien sûr. Et puis c'est beaucoup plus personnel. Donc en fait, tu peux pas c'est pas une commande. Tu peux pas te poser et te dire, tiens, je vais faire ça. La peinture, au niveau où je la fais, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Du coup, je vais faire une toile par an. Je vais faire, tu vois, c'est très lent. Ok, super. Alors, je vais te parler d'un sujet. Est-ce que tu connais, t'as déjà entendu parler de la théorie des jeux ? Des jeux ? Ouais. Dans les théories des jeux, t'as le célèbre dilemme du prisonnier. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, dilemme du prisonnier, mais rappelle-moi. En fait, le dilemme du prisonnier, on part du principe que deux personnes sont suspectées d'avoir fait un crime, donc ils sont en garde à vue. Et elles sont interrogées séparément les deux. Et on va leur dire la même chose. On va dire, ok. Lui, il dit que c'est toi ? En gros, il y a ça. Il y a soit tu décides de rien dire, et si ton pote ne dit rien, vous sortez tous les deux. Vous avez juste 1 mois de sursis. Si toi, tu décides de dénoncer ton pote et que lui ne dit rien, et ben toi, t'es libre et lui, il prend 10 ans. Et inversement. Et si tous les deux, vous décidez de vous dénoncer, vous prenez 5 ans chacun. Donc d'un point de vue, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue mathématique, au premier abord, on se dit on va rien dire tous les deux, tu vois. Sauf que ils ont une certaine stratégie où on te fait cogiter, et tu commences à rationaliser naturellement, et tu commences à dire ok, en fait, le plus intéressant, ce serait que je dénonce la personne, parce que si je la dénonce et elle me dénonce pas, je sors, je suis libre, et si on se dénonce tous les deux, au max, on prend 5 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après l'économiste Oscar Morgenstern, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il dit que c'est très lié au comportement économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde essaye de maximiser ses gains. Par exemple, quand tu rentres dans un grec, toi, tu as envie de payer le moins cher possible pour avoir le plus de quantité possible. Et inversement, le restaurateur qui te vend ce grec, il veut vendre un petit grec le plus cher possible. Donc c'est la part du gain en fait, tu vois. Et en fait, quand tu vas au bout de cette théorie, elle est faite de manière à être modélisée. Donc en gros, on modélise la stratégie en général. Ça veut dire qu'on peut la transposer aussi bien au poker que dans une négociation salariale, que même d'un point de vue politique. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est née, c'est par rapport à la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Ouais, exactement.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que il y a un chercheur qui s'appelle Robert Axelrod qui découvre que le dilemme là en soi, à la base, il partait soit t'es méchant, soit t'es gentil. Et ben en fait, on le vit tous les jours, mais avec des itérations, c'est-à-dire avec un peu plus de rôles, comme le rôle du donnant-donnant, le méchant, le gentil. Il y a quoi d'autre encore? Il y a que je me souvienne, j'ai perdu les autres rôles, mais il y a le donnant-donnant, il y a j'allais dire le mélancolique, non. J'ai perdu, mais c'est pas très grave. Bref, t'en as plusieurs. T'as l'égoïste, etc. Et en fait, si je te donne un exemple, typiquement, t'es en colocation. T'en as un qui, toi, tu te lèves le matin tôt et t'aimes bien tout ce qui est calme, silence et tout. Et l'autre, c'est quelqu'un qui vit de nuit, il aime bien mettre de la musique à fond, il rend fou tout le monde, il invite du monde, etc. Vous n'êtes pas cohérents tous les deux, vous n'avez pas le même schéma de vie. Du coup, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez d'accord et c'est du donnant-donnant, soit toi tu fais le gentil, lui le méchant, et du coup il arrive à t'avoir, etc., etc. Et en fait, à travers toutes ces études, on se rend compte que la stratégie du donnant-donnant sort toujours meilleure dans la majorité des cas. Est-ce que ça va, tu me suis là? Ouais. Alors, le meilleur, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que quand il a fait un test informatique où il a mis plusieurs jeux de rôle, etc., et à chaque fois dans les stats, entre l'égoïste ou le méchant ou le gentil, etc., celui qui sortait avec les meilleures stats, c'est quand il y avait les deux personnes avaient le rôle du donnant-donnant, c'est-à-dire ok, ben si tu fais ça, je fais ça, si je fais ça, tu fais ça. D'accord. En fait, je t'explique ce jeu ce dilemme du prisonnier parce que j'ai une question assez particulière. C'est on voit à travers ces études qu'il est plus bénéfique de faire preuve d'altruisme et d'avoir un comportement que d'avoir un comportement individualiste. Et est-ce que c'est pas ça quelque part ton ambition à travers les dessins et Rakid? C'était super longue l'intro pour cette question. Ouais, c'est très bien. C'est pas que pour Rakid, c'est ma personne en général. D'accord. En fait, moi, je suis quelqu'un de comme ça. En fait, j'essaye d'être le plus serviable possible, d'être le moins, tu vois, de faire le gars le moins. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'essaie vraiment d'être proche des gens, parce que je sais que c'est important et que je sais que ça peut rendre service et je sais que ça me reviendra pas jamais dessus. Par exemple, moi, je te rends service, c'est pas toi qui va, ça se trouve, me rendre service plus tard. Mais ce sera un truc de là aussi, c'est assez religieux, mais ça me reviendra d'une autre façon, tu vois. Ouais, je vois. On m'aidera d'une autre façon. Et je sais que ça m'a toujours rendu service. J'ai jamais regretté d'avoir aidé quelqu'un, même si des fois je me suis fait entuber. Moi, non, je vais pas pouvoir donner cet exemple parce que la personne, je voudrais pas blesser la personne. Je te donnerai cet exemple après. Mais tu vois, faut pas hésiter dès que tu peux rendre service à le faire. Tu vois. Bien sûr. C'est parce que tu me parlais d'altruisme tout à l'heure et je me suis dit que ça tombait bien parce que j'avais ce jeu-là. J'ai une dernière question, mais elle est très particulière. D'habitude, je demande aux gens, tu vois, par rapport au nègre marron, je fais le bilan calmement. Je demande aux gens de faire le bilan de leur vie, tu vois, ou de cette dernière décennie. Mais j'ai ton livre ici. J'ai ramené un marqueur et je voulais savoir si c'était possible de faire le bilan de ta vie à travers un dessin. À travers un dessin? Ouais, une illustration, un dessin ou quelque chose. D'accord. C'est technique, mais... C'est technique, mais je sais exactement ce que je vais faire. Franchement, on a bien rigolé, non? Souvent ça que je dis aux gens. C'est vrai? C'est il faut juste, si tu fais le bilan, essaie de faire le bilan en gardant ce qui est positif. Et que même
même dans les moments les plus difficiles, ou les moments où il y a très longtemps, où j'étais au puits et que je savais pas du tout comment j'allais devenir dessinateur, comment, tu vois, tous les échecs que j'ai eus, tout ça dans ma vie, tu sais, je me dis, en fait, quand même, on a bien rigolé. Ouais. Tu vois. Super. Merci beaucoup, Rachid. Merci à toi. C'était un plaisir. Pareil. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors ? On peut me retrouver sur ma page Les Gribouillages de Rakid sur Facebook, et Rakid sur Instagram et Rakid sur Twitter. Et de là, je donne tous les liens pour aller sur d'autres projets. Super. Et tes livres, on peut les retrouver à la Fnac ? Fnac, librairie, sur les sites. C'est toujours mieux d'acheter sur le site parce que je gagne plus sur les sites. Ok. Je gagne 20% sur les sites et 10% à Fnac. Si j'avais su. Les contrats d'auteur, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Ça marche. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé. Comme d'hab, ce que je retiens, 3 choses. La première, tout ce que tu fais pour la première fois est loin d'être parfait. Mais ce n'est pas ce qui doit te freiner. Continue de t'améliorer. En 2, le chemin est long. La patience et la constance permettent de te démarquer. Et en 3, c'est pas parce que ça ne plaît pas autour de toi que ce n'est pas bon. Avance, continue, tant que tu gardes une bonne intention et garde la foi.